C'est la grand-messe des militants, des stratèges et des politiciens conservateurs d'un bout à l'autre du pays. Le groupe Canada Strong and Free tenait sa conférence annuelle à Ottawa la semaine dernière avec des invités comme la première ministre albertaine Danielle Smith, le chef du PCQ Éric Duhem et l'ex-premier ministre Stephen Harper. Le but, faire le point sur l'état du mouvement conservateur au Canada. Our country is badly in need of a conservative renaissance at the national level. Indeed, I think the future of the country and the future of our middle and working class families depends on it. Éric Duhem, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. M. Duhem, vous étiez à la conférence conservatrice Canada Strong and Free. Comment se porte le mouvement conservateur au Canada? Bien, je pense qu'il va très bien. La preuve, c'est que nous-mêmes au Québec, on est parti de 1 puis on a fini à 13 dans la dernière année. On a eu une croissance très impressionnante. Je regarde aussi les récents sondages, je regarde la montée de Pierre Poilievre et j'ai confiance aussi pour les élections fédérales à venir. Donc, je pense qu'il y a un renouveau conservateur. Puis ce qui est un peu différent, c'est que notre électorat est de plus en plus jeune. Historiquement, on associait les conservateurs aux personnes beaucoup plus âgés, 65 ans et plus. Maintenant, c'est le contraire. Notre électorat, il est plus jeune que celui de nos adversaires. Fait que je pense qu'il y a un renouveau conservateur qu'on peut pogner présentement. Puis c'est pas juste au Canada, c'est au Québec également. On a beaucoup parlé durant la fin de semaine de conservatisme et populisme. M. Harper, dans son discours, essayait de faire la preuve que populisme, ce n'était pas nécessairement négatif quand on l'associe au mouvement conservateur. Quelle est la différence entre les deux? Pourquoi exactement le débat est là-dessus? Bien, d'abord, le populisme, la droite n'a pas le monopole du populisme. Manon Massot, au Québec, par exemple, c'est une politicienne très à gauche qui, quant à moi, est populiste. Elle est très populaire dans sa façon de s'exprimer, sa façon de s'habiller, sa façon d'être. Je pense qu'elle a un discours très populiste. Les exemples qu'elle utilise dans ses discours... Pour moi, être populiste... Mais pourquoi il y a un élément péjoratif à populiste quand on l'associe aux conservateurs? Bien, parce que c'est une forme d'élitisme ou de snobisme. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Là. Parce que pour moi, être populiste, c'est justement... je suis en politique pour faire du populisme, dans le sens où je veux que mes parents, par exemple, qui ont moins de scolarité, mais quand je parle de politique publique, ils comprennent de quoi je parle, puis ils sont capables de se forger une opinion à partir du discours qu'on a. C'est pas juste des cassettes, c'est pas juste des gros mots pour exclure une partie de la population. Je pense qu'il y a de ça dans le populisme également. Puis au Canada, c'est ça. On a historiquement plus associé la droite au populisme, mais c'est pas par définition, il n'y a pas de lien nécessairement entre la gauche et la droite versus le populisme. Vous avez évoqué tout à l'heure, ça va bien, les chiffres, vos chiffres de la dernière élection Oui. sont bien. Les chiffres des derniers sondages sont moins bons, par exemple. Vous avez perdu 4 points selon Léger. Comment vous faites pour conserver votre parti dans la tête des électeurs, à l'esprit des électeurs québécois? C'est le défi qui nous attend, parce que c'est clair que le fait qu'on n'a pas d'élus à l'Assemblée nationale, même si on a eu pratiquement le même nombre de votes que les libéraux, les solidaires ou les péquistes, fait en sorte qu'on a beaucoup moins de visibilité, donc beaucoup moins d'opportunités de faire valoir nos opinions, nos idées. Ouais. C'est un gros défi. Il va falloir le faire. On l'a fait avant l'élection. Il va falloir le refaire au cours des 4 prochaines années. Puis on va continuer à revendiquer, évidemment. La fenêtre pour vous, c'est d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher un élu et de l'amener, comme vous l'avez fait la dernière fois? Ça, c'est un des éléments, mais il va falloir aussi sortir... Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est une bulle. Nous, le but, c'est de faire du terrain, d'aller dans les régions, faire les tournées, entrer en contact avec les médias locaux, avec les gens, avec les militants sur la base. C'est sûr que je vais être obligé de faire beaucoup de kilométrage au cours des 3 prochaines années et demie. Pourquoi les conservateurs fédéraux, parce que là, évidemment, la prochaine élection, ça va être une élection fédérale, présumément, au Québec. Pourquoi les conservateurs fédéraux semblent bien aller un peu partout au pays, dans l'Ouest, beaucoup, en Ontario, mieux, pas tant au Québec? Je pense que Pierre Poilievre a un problème de visibilité au Québec, dans le sens où on le connaît encore trop peu. Moi, j'ai très confiance pour la prochaine élection fédérale, parce que c'est un gars d'abord qui s'exprime dans un français excellent. Et je pense que la prochaine élection, le fait qu'il va y avoir une campagne, il va y avoir une opportunité de se faire voir sans filtre, puis les Québécois vont apprendre à le connaître, puis je suis convaincu qu'il va y avoir une montée. Le lien entre la popularité ou l'impopularité des conservateurs fédéraux au Québec et votre parti, il y en a un? Bien, c'est sûr que historiquement, ça n'existait pas, le Parti conservateur du Québec, fait que il n'y en avait pas, mais on le voit partout ailleurs au Canada, c'est des vases communicants. Puis d'ailleurs, il y avait un sondage là, récemment dans l'actualité qui démontre que les 3/4 de nos électeurs appuient les conservateurs de Pierre Poilievre. La région où on a fait de loin les meilleurs scores, dans la région de Québec, là où les conservateurs ont déjà des députés puis des assises depuis longtemps. Donc, même si on n'a pas de lien organique, c'est évident qu'on est des vases communicants. Et je pense que c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi moi, au début, quand je suis arrivé comme chef du parti, il y avait des gens qui disaient qu'il faut changer le nom du parti. Moi, je n'étais pas d'accord du tout. Je pense que conservateur, ça veut déjà dire quelque chose dans l'esprit des gens. C'est un parti qui est au centre-droit politiquement. J'ai fait campagne avec l'ADQ, avec Mario Dumont à une certaine époque. Là. On faisait du porte-à-porte, puis après 10 ans d'existence du parti, le monde pensait qu'ADQ, ça voulait dire Aéroport de Québec. Fait que, c'est très difficile de développer une marque de commerce politique
Et le mot conservateur, il signifie quelque chose. Puis il faut juste s'assurer qu'il retrouve ses belles heures de gloire, parce qu'au Québec, on a quand même eu 8 premiers ministres conservateurs. Ça va mieux aller pour Pierre Poilievre quand il va être sur le terrain, mais on avait dit ça aussi des Renaud Toul, on avait dit ça d'Andrew Scheer avant lui. M. Harper a formé un gouvernement majoritaire, mais il a eu de la difficulté à percer au Québec. Je pense que Pierre Poilievre est plus combatif. Bien le connaître, Pierre, c'est un ami depuis une vingtaine d'années. C'est un gars qui est plus combatif, qui s'exprime beaucoup mieux en français, qui n'est pas un conservateur social. Je pense qu'il y a des trucs qui a eu des problèmes historiquement au Québec pour les conservateurs, où Pierre Poilievre va pouvoir tirer son épingle du jeu. Vous avez pris la parole à la conférence la semaine dernière pour parler d'hydrocarbures. Vous avez défendu le développement des hydrocarbures. C'est pas une question qui est particulièrement populaire au Québec. Comment vous faites pour rallier les Québécois derrière Bien, ça? quand on dit que c'est pas particulièrement populaire, je vais vous donner un exemple très concret. Prenons le projet, puisque c'est un des gros projets là, au niveau des hydrocarbures, GNL Québec. Ouais. OK? Le gaz naturel liquéfié au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La population là-bas est très favorable au projet, et pourtant, le gouvernement qui avait promis d'aller de l'avant avec le projet a reculé. Je pense que M. Legault, comme beaucoup d'autres politiciens, malheureusement, il a écouté des chroniqueurs plutôt qu'écouter les électeurs. Les Québécois, là, ils veulent travailler, ils veulent développer, ils comprennent que d'importer 100 de notre gaz puis de notre pétrole au Québec, c'est pas économiquement rentable, c'est pas environnementalement positif non plus. En même temps, le Québec mise beaucoup sur les ressources hydroélectriques parce qu'elle est là, elles sont abondantes. Et dans le contexte actuel, quand on oriente une politique de lutte contre les changements climatiques, ça joue un rôle important dans tout ça. Est-ce que ça vient pas miner un peu le message? Au contraire, je trouve que ça le bonifie. Moi, je suis de ceux qui croient, je suis pas contre le développement de nos barrages. Là, moi, je suis pour la diversité énergétique au Québec. Une force stratégique, puis on le voit avec la guerre en Ukraine, là, une force stratégique, là, c'est d'être riche en ressources. Au Québec, là, on est maintenant 100 dépendant au niveau de nos hydrocarbures de l'étranger. Moi, je veux que les Québécois deviennent autonomes en matière énergétique, y compris au niveau de leurs hydrocarbures, et c'est faisable. On a encore pour 50 ans de croissance de demande au niveau du gaz naturel. Fait que quand les gens disent que c'est une énergie du passé, au contraire, l'Europe est en train de dire que c'est une énergie verte, puis c'est une énergie de transition. À un moment donné, il faut aller de l'avant, puis il faut arrêter là, d'avoir peur des lobbies environnementaux. Là. La réalité, c'est que quand on importe nos hydrocarbures de l'extérieur, ils sont plus polluants que si on avait le courage de creuser sous nos pieds, de faire travailler notre monde, puis de consommer notre propre gaz, notre propre pétrole. Vous parlez de lobbies environnementaux. On a reproché aux conservateurs fédéraux, entre autres, dans les dernières années, de faire peu de place dans leur programme électoral à toutes les questions environnementales. Est-ce que c'était une erreur? Et comment on peut concilier les deux visions? Écoutez, c'est ça qui faisait gagner les élections. M. Legault ne serait pas premier ministre du Québec, parce que dans les 2 dernières campagnes, c'était pas sa force, le volet environnemental. Si je me souviens bien, même en 2018, il n'avait rien dit à ce sujet-là. Moi, je pense que surtout dans le contexte actuel avec l'économie qui est en période de pré-récession ou peut-être en tout cas d'inflation, la préoccupation des Québécois présentement est davantage économique. Et je pense que c'est là-dessus que les Québécois se font leur opinion politique, puis que c'est là-dessus qu'ils vont voter aux élections fédérales également. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir. Merci à vous.